Bonsoir à tous. Merci donc de nous retrouver dans cette émission spéciale consacrée à la situation politique au Rwanda à travers justement le procès du médecin Eugène Rwamucyo, procès qui a vu donc son épilogue en appel, épilogue qui a connu donc la condamnation du médecin Eugène Rwamucyo à 27 ans de réclusion criminelle pour entente en vue de commettre un génocide, entente en vue de crime contre l'humanité par justement la Cour d'assises de Paris siégeant en appel. Alors, pour évoquer cette actualité, je reçois sur ce plateau, on va commencer par Hervé Chesville, ex-responsable d'organisation humanitaire. Bonsoir Hervé Chesville, merci d'être encore une fois des nôtres. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir, merci Hervé. Nous accueillons Chaste Gaoundé, vice-président du parti Ishema. Bonsoir, monsieur Gaoundé. Bonsoir Olivier Dossou, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Très bien. Alors, en quelques mots, présentez-nous un peu le parti Ishema. C'est créé quand et quel est son positionnement sur l'échiquier politique rwandais aujourd'hui? Alors, bon, le parti Ishema était un parti politique rwandais, de l'opposition rwandaise. Et c'est un parti qui a été créé en exil le 28 janvier 2013. Il y a de cela 13 ans que le parti est opérationnel. Normalement, le siège était, au commencement, le siège était à Paris. Sauf que maintenant, avec la présidence qui a changé, maintenant le siège se trouve au Canada, où se trouve notre présidente, Madame Nadine Claire Kassingi. Moi, je suis le vice-président depuis 2018 et bientôt, aux prochaines élections, voilà, on va devoir passer le bras aux autres. Alors, notre parti s'est donné pour objectif de promouvoir la justice sociale au Rwanda, surtout la vérité, et on s'est donné une autre valeur qu'on dit intrépidité. On a dit intrépidité, on a souligné intrépidité parce que faire face à la dictature féroce que nous avons au Rwanda, ça demande beaucoup plus que le courage. Donc, il faut vraiment dépasser le niveau de courage. Il faut être intrépide pour aller affronter le régime de Kigali. En 2016 et 2017, on a tenté d'envoyer une équipe au Rwanda pour participer aux élections présidentielles. Et Mhm, notre équipe a été barrée la route à Nairobi et à Bruxelles, notamment. Dans le temps, notre candidat était Thomas Naïmana. Et voilà, mhm. on reste toujours en exil et espérons qu'un jour, on va pouvoir quand même rentrer. Merci. Alors, le parti Ishema, il est membre du GREC, c'est ça? Le fameux Non, gouvernement d'exil au, dirigé par le au, président Thomas Naïmana. au début, oui, mais pour le moment, non. Pour le moment, non. Très bien, c'est assez clair. Alors, rapidement, on va essayer d'aller au pas de charge avec, comme je l'annonçais, cette information liée à la condamnation en appel par la Cour d'assises de Paris, siégeant en appel. Donc, c'était au même endroit à l'île de la Cité, du médecin hygiéniste Eugène Rwamucyo, très connu dans les diasporas parisiennes et puis belges, à une peine de 27 ans de prison. Suivons justement cette petite synthèse avec nos confrères de RFI, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur la couverture de ces différents médias par rapport à ce procès, qui est une couverture généralement unidirectionnelle. C'est parti avec cette petite synthèse de Radio France Internationale. À Paris du procès en appel d'Eugène Rwamucyo. Cet ancien médecin rwandais de 67 ans, à nouveau devant la justice dans la capitale française. Il avait été condamné en première instance à 27 ans de prison, notamment pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité lors du génocide des Tutsis en 1994.
En appel, Eugène Rwamucho encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Lisa Fabien. Pour ce deuxième procès, Eugène Rwamucho a totalement changé de conseil alors qu'il entend bien clamer de nouveau son innocence malgré les différents éléments à charge qui ont conduit à sa condamnation en première instance. En 2024, cet ancien praticien et intellectuel proche du pouvoir Hutu avait été reconnu coupable de complicité de génocide, de complicité de crimes contre l'humanité et de participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes. Son rôle lors de l'enfouissement de dizaines de milliers de cadavres dans les fosses communes de Boutaré a notamment été longuement discuté lors du premier procès. Eugène Rwamucho était aussi accusé d'avoir participé à l'exécution de blessés et d'avoir incité la population à s'en prendre aux Tutsis lors du génocide de 1994. Mais le tribunal avait finalement estimé qu'Eugène Rwamucho n'était pas un acteur direct du génocide des Tutsis, même si sa participation à l'enfouissement de cadavres a été considérée comme un acte génocidaire justifiant une lourde condamnation. 530 parties civiles seront à nouveau représentées lors de ce procès en appel qui doit s'achever le 17 juillet prochain. Alors, très bien. Donc, on vient de voir cette petite synthèse de Radio France Internationale. Commençons par vous un peu, Gaoundé Chaste. Qu'est-ce que vous avez pensé vraiment de ce procès quand on voit un peu le cadre global? Eugène Rwamucho, en appel, devait faire face, déjà en première instance aussi, à 530 parties civiles contre lui seul et vraiment des dizaines et des dizaines d'avocats contre lui seul, un ministère public vraiment aussi contre lui, un procureur, etc. Bon, sur déjà le procès en lui-même, en première instance comme en second, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé un peu déjà de ce procès dans sa forme? Dans sa forme, je dirais que déjà, pour commencer, parlons de son grand chiffre, son grand nombre de parties civiles. Les 530 personnes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est une façon de manipuler l'opinion, en fait. C'est pour montrer que vraiment, ce monsieur que vous voyez, qui est docteur Eugène Rwamucho, c'est un grand criminel. Et d'ailleurs, vous le voyez par son grand nombre de gens qui viennent demander, ou bien qui sont là pour demander le dédommagement. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'était un procès qui a été grandement médiatisé. Mais comme vous Mhm, l'avez évoqué tout à l'heure, de façon unidirectionnelle, on ne lui donne pas la parole, on ne donne pas la parole à la défense. On voit très bien que les médias, du coup, du, du moins, les médias de mainstream, les mainstream, ils montrent juste la partie du ministère public et la mhm, partie des parties civiles. On ne voit pas le côté ou bien, disons, la version de l'accusé. Et ça, c'était la première des choses qu'on voit, qui saute aux yeux. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas le Rwanda, qui n'a jamais été au Rwanda, qui n'a jamais lu à propos du Rwanda, ou qui ne connaît même pas, ou qui connaît moins du génocide, et tout ce qui lui reste dans la tête, c'est que voilà, c'est un grand criminel qui est parmi nous, qui doit être jugé. Et là, ça fait déjà dégâts. Ça fait déjà dégâts parce que les gens commencent à condamner avant même que le procès n'ait commencé. Ça, c'était avant dans aux premiers, à la première, au premier procès. Même en appel, ça a été la même chose, presque la même chose. Parce qu'on voit, d'ailleurs, moi, je m'étais insurgé une fois on nous parlait justement, voilà, docteur Eugène, il sera en appel, ainsi de suite, mais on ne nous parlait pas de ce qui se passe des débats au cours du procès. On a vu les témoins qui arrivent. Il y a un témoin qui était un témoin clé, qui s'est rétracté. Et cela, vous ne le retrouverez nulle part. mhm. Et ni RFI ne le dira, ni TV5, ni aucun média de mainstream ne le dira. Et là, Mhm, alors que c'est très important, c'est très important. Personne ne dira combien les témoins n'étaient pas crédibles. tout à Personne ne fait. le dira. Et là, moi, je me suis insurgé, j'ai vu qu'il il y avait une intention de faire condamner cet homme, quoi qu'il en soit. Très Qu'il y bien. ait preuve ou non,
qu'il soit condamné. Mhm. C'était ça l'intention à la base. Hervé Chesville, sur la forme de ce procès en appel comme en première instance, qu'est-ce que vous en avez pensé au regard de la disproportion des parties en présence? Bon, déjà, l'extrait que vous avez diffusé en début d'émission, de l'extrait de RFI, est tendancieux, parce qu'on présente Eugène Ramucho comme quel était le terme utilisé, comme un serviteur du pouvoir Hutu. Tout à fait. C'est déjà déformer la vérité. Eugène Ramucho était un fonctionnaire du gouvernement de l'État rwandais reconnu internationalement, du gouvernement légitime de l'époque. Aujourd'hui, le gouvernement légitime et reconnu internationalement est celui de Paul Kagame. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, ce n'est pas un crime d'avoir été un fonctionnaire du gouvernement légitime de son pays à l'époque. C'était tout à fait normal. On ne peut pas juger une période avec la connaissance qu'on a aujourd'hui de ce qui s'est passé pendant les fameux 100 jours de ce qu'on a appelé le génocide. Donc, naturellement, en présentant déjà les choses de cette manière, on condamne déjà Eugène Ramucho, puisqu'on en fait un collaborateur d'un régime génocidaire. À l'époque où Eugène Ramucho était fonctionnaire de l'État rwandais en question n'était pas un État génocidaire. C'était l'État rwandais, un point à la ligne, comme il y a un État rwandais aujourd'hui. Donc déjà, c'est une présentation tendancieuse. Bon, ensuite, quant à la disproportion entre les parties civiles et la défense, je pense que je m'étais exprimé précédemment déjà sur le même sujet. Je suis bien évidemment scandalisé, d'autant plus que parmi les parties civiles, il y a des agents, là aussi je vais utiliser le terme de l'État rwandais actuel, soit des agents directement, soit des relais des associations ou des ONG qui sont relais de l'État rwandais actuel. Lequel État rwandais est un État dictatorial où l'on peut à loisir fabriquer des témoignages. Monsieur, vous avez mentionné qu'il y avait des témoignages contradictoires ou qu'il y avait des témoins qui ont disparu, mais c'est évident. C'est évident. J'ai entendu dire, je ne me souviens plus qui disait l'autre jour, qu'il y a un témoin à charge qui a affirmé sous serment avoir vu Eugène Ramucho devant un écran d'ordinateur préparer les listes des gens qui étaient à éliminer. Or, le bureau d'Eugène Ramucho en 1994 n'était pas équipé d'ordinateurs. Je suis bien placé pour en parler parce qu'à l'époque, je travaillais pour une organisation internationale dans un autre pays d'Afrique qui était à l'époque le Malawi ou le Mozambique. Et je peux vous dire que c'est justement l'époque où nous, je dis nous parce que je servais cette organisation à l'époque, le Programme alimentaire mondial, nous étions en phase de informatisation. Et c'est l'époque où j'ai touché pour la première fois de ma vie un ordinateur. Un ordinateur n'était pas chose courante à l'époque, et encore moins naturellement en Afrique. Donc, un témoin, et je tiens à le répéter, un témoin a affirmé sous serment avoir vu Eugène Ramucho préparer sur son ordinateur des listes de gens à éliminer. Il a affirmé avoir vu cette liste sur l'écran de l'ordinateur, alors qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Un État dictatorial peut tout à fait fabriquer des témoignages, envoyer des témoins, des soi-disant témoins, témoigner, mais naturellement, il y a parfois le grain de sable qui rentre dans l'engrenage bien huilé, qui fait que des témoins qui ont bien appris leur leçon peuvent parfois se contredire. Merci beaucoup, Eugène. Pardon, j'allais dire Eugène Ramucho, mais plutôt Hervé Chesville. Alors, rentrons maintenant dans les questions de fond. Chaste Gaoundé, ce procès en lui-même, est-ce qu'il n'est pas déjà un scandale en lui-même, un scandale judiciaire, au regard déjà de la fameuse loi de compétence universelle qui juge
donc des crimes de génocide commis au Rwanda en 1994 entre avril et juillet à peu près, ce qu'on appelait les 100 jours. Et donc, c'est se basant sur cette loi que les juridictions françaises connaissent ce procès. Premier élément, est-ce que ça ne pose pas un problème? Et le second problème aussi, c'est au regard des questions de procédure quant à vraiment les questions liées au droit pénal, quant à la charge de la preuve, des preuves qui étaient extrêmement faibles, mais par rapport à ça, on n'a pas acquitté Eugène. Alors, Rwamutu, sur le fond du dossier, sur le plan vraiment procédural, quelles limites vous voyez à ce procès-là, si procès on peut l'appeler ainsi? Bon, merci. Tout d'abord, il y a un grand problème. Il y a un grand problème est lié à cette compétence universelle. En soi, c'est bon, c'est vraiment noble. C'est noble de pouvoir enquêter et même punir ceux qui ont commis de crimes graves contre l'humanité et de génocide un peu partout. C'est noble. En soi, Mhm. c'est noble. Mais si le procès doit aller aux assises, c'est autre chose. Parce que les assises, ce sont les citoyens normaux, les citoyens de chaque jour, qui ne savent rien de ce qui s'est passé dans un environnement lointain et géopolitiquement et historiquement lointain. C'est-à-dire que les gens là, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils lisent Mhm. des médias. Et les médias, nous savons ils sont bien biaisés. Ils sont biaisés. Je crois que Hervé vient de le dire. Au Rwanda, nous avons une dictature féroce. Et cette dictature, c'est une dictature qui, qui contrôle le narratif. C'est-à-dire que tout ce qui sort du média, tout ce qui est raconté du Rwanda, c'est quelque chose, c'est tout ce qui est, ce qui est béni, entre guillemets, ce qui est béni par le régime en place. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'autre version de la vérité, si je puis dire. Alors, Mhm. les jurés, ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur l'histoire, sur le contexte de la guerre que le Rwanda a eu. Du coup, eux, ils sont appelés à se prononcer juste en se basant sur peu d'informations qu'ils ont. Tout à Ou fait. bien même les informations erronées. Et ça, c'est le grand problème, en fait. Mhm. Si on devait faire un procès, euh, nous, on propose, d'ailleurs, moi, je dis nous parce que déjà, il y a une demande qu'on a déjà faite à l'Assemblée nationale. On demande que si vraiment on veut promouvoir la justice, il faut mettre en place les magistrats professionnels. Il ne faut pas amener les gens qui ne sont pas outillés, Mhm. que ce soit intellectuellement, que ce soit autrement, mais il faut ramener les juges et, Professionnel. exactement, comme a été Comme, le cas comme du TP hier à Arusha, par exemple. ou bien même comme la Cour pénale internationale, la CPI, C'est qui ça, a voilà, punis exactement. aussi donc, des crimes contre l'humanité, parce qu'il faut rappeler que Eugène était poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité. Voilà. À ce titre-là, qui sont aussi du ressort de la Cour pénale internationale, mais qui intervient en subsidiarité. Mais vous avez aussi remarqué un point, c'est l'extrême faiblesse des preuves qui étaient apportées lors du procès de Rwamucho, voire même leur contradiction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et ça, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. Déjà, il est difficile, ça c'est la réalité, il faut le dire. Après 30 ans, il est très difficile de trouver et la preuve matérielle. Il y a pas, il y a pas. Et surtout quand il y en a jamais eu. Et dans le cas dont nous parlons. Donc, du coup, c'est très difficile, il n'y a pas de preuve. Donc, tout ce dont on dispose, c'est les témoignages. Or, ces témoignages, on a vu combien ils sont non crédibles. Et c'est ça le problème, en fait. Donc, là, nous avons un problème parce que nous avons un procès pénal
dans le système pénal et Mhm. qui devait normalement respecter le principe sacro-saint qui est la preuve irréfutable. Et là, il n'y en a pas. Mais on condamne quand même. Et ça, c'est vraiment honteux et c'est scandaleux. C'est-à-dire que des preuves vraiment solides au-delà de tout doute raisonnable, quoi. Exactement. Et s'il y a doute, le doute doit profiter à l'accusé. Normalement, quand le doute existe, c'est le prévenu qui en bénéficie. Tout Et à fait. ici, ça a été le cas. Bon, la défense l'a démontré et la défense a fait son boulot. Il a montré que les témoignages n'étaient pas crédibles, que les témoins étaient coachés, comme on dit, en fait. À Kigali, on prépare les témoins. On leur donne la version à dire. On leur apprend. Tel un jeune qui apprend à jouer au théâtre, en fait. C'est ça. Mhm. On leur donne les rôles. Vous allez dire ceci, vous allez dire cela. Il leur distribue les rôles et après, ce sont ces gens-là qui se présentent comme témoins. Et à chaque fois que la défense leur pose des questions, ils sont embrouillés. Ils ne sont plus là. On voit très bien qu'ils mentent. Là, par exemple, Hervé vient de parler d'une personne qui a Oui, été oui. témoignage comme quoi elle travaillait dans le bureau de jeunes. Le lendemain, l'ex-directrice de l'office où Eugène travaillait, elle a été appelée et bien sûr, et elle a dit que la personne qui avait porté ce témoignage ne faisait pas partie du personnel. Et on a Mhm. suivi, on a fait enquête. En fait, cette dame, à l'époque, elle était une jeune fille. Et pendant les vacances, elle avait trouvé un boulot, un travail de vacances, où elle jouait un rôle dans les petits sketchs où on sensibilisait les gens au contrôle de la, enfin, des naissances, en fait. Parce que c'était l'Office national de la population. Et là, ils avaient une, L'ONAPO, l'ONAPO, ouais. l'ONAPO, Voilà. exactement. Donc, ils avaient la campagne de sensibiliser à la limitation de naissance. Et cette Mhm. jeune-là avait eu un rôle à jouer dedans, juste pour sensibiliser. Et après 30 ans, maintenant, elle revient pour nous dire qu'elle était fonctionnaire dans l'office et qu'elle a vu et qu'elle a trouvé Eugène avec des listes dans l'ordinateur. L'ordinateur qui n'existait pas. Ah, bah, c'est Exactement. scandaleux. Et le juge, c'est vraiment scandaleux. Je sais même pas, je sais pas si Ouais, on ouais, peut ouais, trouver les mots, les vrais mots, pour qualifier ce que nous avons vécu. Hervé Chesville, dans le fond maintenant, sur les jurés, sur la cour d'assises, la loi de la compétence universelle, sur même Bon. l'extrême faiblesse des témoignages, qu'est-ce que vous nous dites dans le fond? Tout d'abord, vous avez soulevé un point très important. En droit pénal français, le doute doit bénéficier à l'accusé. Or là, nous avons eu une condamnation en appel qui confirme la condamnation en première instance, et cette condamnation est basée sur une absence totale de preuves et une absence d'aveu, parce que dans la justice française, les aveux sont importants également. Et naturellement, Eugène Roy-Moutchot n'a absolument pas avoué les crimes qu'il n'a pas commis. Donc, ni preuve, ni aveu. Et dans ce cas de figure, effectivement, c'est le doute qui aurait dû bénéficier à l'accusé, et ce n'a pas été le cas. Chose que j'avais dit dans votre précédente émission sur le même sujet, c'est que moi aussi, je mets en question la compétence universelle de la justice française ou de toute autre justice, la justice belge ou autre. D'ailleurs, je crois que la Belgique est revenue. La Belgique avait été précurseur avant la France, et je crois qu'elle est revenue sur cette notion de compétence universelle, justement parce qu'elle s'est rendue compte des problèmes que cela a entraîné. Comment, je vais essayer de faire court, comment peut-on demander à des bourgeois parisiens ou autres, ou à des ouvriers parisiens ou autres, de se mettre dans le contexte du Rwanda, alors qu'ils n'ont certainement jamais mis les pieds en Afrique, et encore moins au Rwanda, et en plus dans un contexte très particulier, qui était le contexte de régime en train de, enfin d'État qui était en train de s'écrouler,
d'avancées fulgurantes des troupes entre guillemets rebelles qui gagnaient du terrain, avec l'exode de milliers, voire de dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens sur les routes, quelque chose qui pourrait être apparenté, je dirais, à l'exode de mai-juin 1940 en France, mais les jurés d'aujourd'hui n'ont pas connu cette période. Donc c'est très difficile de se remettre dans un tel contexte. Et chose que j'avais dit à plusieurs reprises également, c'est que finalement, le crime principal que l'on reproche à Eugène Rwamucho, c'est d'avoir fait enterrer des cadavres. Mais dans une telle situation, sous le climat tropical du Rwanda, c'était une mesure de salubrité publique tout à fait justifiée. On ne pouvait pas laisser des milliers de corps en putréfaction à l'air libre. Donc, il a pris la décision qui convenait d'être prise à l'époque. On lui fait maintenant le reproche de ne pas avoir procédé à l'identification préalable des cadavres. Mais comment peut-on faire une telle suggestion quand tout fout le camp, quand l'État est en train de s'écrouler, que les gens sont sur les routes, qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, comment peut-on prendre le temps de photographier ou de fouiller chaque cadavre pour trouver des documents d'identité, pour identifier les corps? C'est complètement absurde comme reproche. D'autant plus, et ça c'est un point que j'aime bien soulever, d'autant plus que l'armée française a fait exactement la même chose à Murambi, dans la préfecture de Gikongoro, lorsqu'ils sont arrivés pour s'installer dans l'école technique de Murambi, ils ont découvert un charnier. Donc, la première chose qu'ils ont faite, ces militaires français, c'est de payer des journaliers locaux pour enterrer les cadavres. Lesquels cadavres ont ensuite été exhumés une fois que le nouveau régime a pris le contrôle de cette partie de cette portion du territoire et les a exhumés les a exposés pendant des années à l'école technique de Murambi pour accréditer donc la thèse du génocide. Mais donc l'armée française a fait la même chose. On a fait beaucoup de reproches à l'armée française durant l'opération, enfin au sujet de l'opération turquoise. Je n'ai jamais entendu dire qu'on ait fait le moindre reproche à l'armée française sur le fait qu'ils aient fait enterrer des cadavres. Alors pourquoi reproche-t-on à Eugène Rwamucho d'avoir fait la même chose? Oui, tout à fait. À la même époque. Et c'est la même période. Hein, oui, c'est la même période, c'est ça. À l'époque, effectivement. Ce procès également, il pose plusieurs questions au regard, vous l'avez rappelé, de la composition même des juridictions qui sont amenées à statuer. On invite des personnes qui sont soi-disant des témoins de contexte, qui doivent essayer de s'imaginer, créer le contexte dans la tête des jurés pour qu'elles puissent se mettre dans le contexte de 1994. Vous vous rendez compte de toute l'absurdité même de cette démarche, déjà au niveau procédural. Ensuite, ce qu'on reproche, autre chose qu'on reproche à Eugène Rwamucho, c'est d'avoir participé à une réunion au cours de laquelle il aurait tenu un discours lors de la venue de Jean Kabanda le 21 avril 1994. Charles Gaoundé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que le fait de participer à une réunion en tant qu'agent de l'université, je rappelle qu'il était agent de l'université parce qu'il travaillait comme hygiéniste pour une structure, la structure qui dépendait de l'université de Boutare. Et donc, à ce titre, le Premier ministre venant sur le campus universitaire, ils sont allés assister à cette réunion. Mais cette réunion, est-ce que ça fait de vous, le fait d'y participer, un criminel génocidaire, voire un criminel contre l'humanité, si on n'arrive même pas à établir le lien de causalité entre cette réunion et puis les crimes et les massacres qui sont commis? Donc, tout ça, on n'a pas pu les prouver. Mais alors, parlez-nous un peu de ce discours et de cette venue du Premier ministre Jean Kabanda, auquel on a fait allusion lors du procès et pour lequel Eugène est poursuivi également.
Avant de parler de cette réunion, permettez-moi de revenir sur cet enfouissement des corps OK. dont Eugène Rwamucyo est accusé. On l'accuse notamment de n'avoir pu identifier et séparer les corps et puis organiser des sépulcres, et des cérémonies. Des sépultures dignes, ouais, ouais. Et Exactement. même en première instance, on l'a accusé de les avoir achevés, d'avoir achevé certaines Ah personnes qui bah, étaient vivantes. c'est insensé, c'est insensé. Il y a pas de preuves. Même les témoins qui étaient là, ils ont dit on ne l'a jamais vu. En fait, on a entendu parler de lui, mais personne ne l'a vu. Et un seul témoin dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le témoin qui est le conducteur du Caterpillar, le fameux Caterpillar qui creusait des fosses. Et il est le seul à avoir vu Eugène Rwamucyo. Et il est venu pour dire que non, cet homme est innocent. Il était le seul. Tout à Alors, fait. à propos de l'identification, c'était impossible, sachant qu'à Boutale, les tueries ou les massacres ont eu lieu le 20 avril, à partir du 20 avril. Maintenant, cet enfouissement, ce qu'on appelle un enfouissement, l'enterrement a eu lieu un mois après, c'est-à-dire vers le 17 mai. C'est-à-dire là, on compte entre 3 semaines vers 4 semaines, et vous vous imaginez sous la pluie tropicale. Et normalement, le mois d'avril, c'est le moment où on a beaucoup de pluie. Il y a la pluie, il y a un peu de soleil, il y a tout ça. Il y a les chiens et les animaux qui dévorent ces corps. Vous pouvez imaginer l'état de ces corps. Alors, maintenant, euh, moi je dis que vraiment c'est une torture pour essayer de ramener Rwamucyo dans cette période-là. Parce que même avoir vu ce genre de choses, ça ne laisse pas la personne intacte. C'est quelque chose qui a des impacts et des conséquences. Bon, donc, du Mhm. coup, ça, c'était impossible. Même tous les témoins, même l'ancien représentant du CICR, il est venu, il a dit il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait pas d'option, il fallait les enterrer. Et personne ne veut écouter ça. Bon, ça c'est un. Avançons maintenant sur la fameuse réunion. Et on dit que Eugène Rwamucyo aurait pris un Mhm. discours, aurait prononcé un discours. En fait, Oui. et là on est le 14 mai. Le génocide a eu lieu il y a un mois. Regardez dans les archives, le FPR même, au 30 avril, a écrit aux Mhm. Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies, pour dire, voilà, le génocide est achevé. C'est fini, il n'y a plus de gens. Tout ce qui devait être tué, malheureusement, c'est le terme qu'ils ont utilisé. Tout ce qui devait être tué ont été déjà tués. On est le 30 avril. Alors, sachant que les tueries ont eu lieu à Boutaré entre le 20 et le 25 pratiquement, maintenant, le 14 mai, le Premier ministre qui vient de prendre poste, il vient à Donc, Boutaré. le Premier ministre du gouvernement intérimaire, hein. Exactement. À Abu Mhm. Taleb, il vient, il a besoin d'entendre les intellectuels de l'université parce que c'est une région universitaire, il y a beaucoup d'intellectuels, il présente sa politique. En fait, le Premier ministre est venu présenter sa politique. Il a fait un exposé, il a parlé. Et après, les gens sont invités à poser des questions ou bien faire des observations. Et c'est dans ce cadre que le docteur Eugène a pris la parole. Il n'est pas le seul. Il n'était Mhm. pas le seul à prendre la parole. Il y en a d'autres qui ont soulevé des questions, qui ont soulevé des observations. Et Eugène Rwamucyo a soulevé aussi des observations. Et là, on fait mentir au public, comme quoi le monsieur Eugène Rwamucyo, comme si c'est lui, en fait, qui dirigeait cette réunion. Parce qu'on dit qu'il a pris le discours. C'est pas un discours. Et le discours a été analysé. On ne sait même pas si c'est l'original et on ne sait pas. Mais jusque-là, laissons tout ça de côté. Même si bon, même s'il avait prononcé un discours, il faut quand même rappeler que aller participer à une réunion, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. D'autant plus que cette réunion a lieu
après les tueries, après les massacres. Donc, on ne va pas dire que la réunion a été tenue avant les massacres. Si c'était le cas, on aurait pu dire peut-être ils ont tenu la réunion pour aller massacrer les gens. Mais cette réunion a lieu après les massacres, un mois après les massacres. Et ils sont là juste en train de dire n'importe quoi. Et vous verrez, RFI, vous verrez ces journalistes, je sais qui. La réunion, elle a lieu le 21 avril ou début mai? Le 14 mai, Le 14 mai. oui. D'accord. Parce Et que j'avais... les massacres ont eu lieu dans le 20 avril. Oui, oui. Hervé Euh, voulait ajouter quelque chose. oui, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, comment peut-on juger a posteriori et mettre l'étiquette criminelle sur le gouvernement de l'époque? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le gouvernement de Jean Kambanda était le gouvernement en place, comme l'est aujourd'hui le gouvernement de Paul Kagame. C'était le gouvernement en place. Eugène Rwamucho était un fonctionnaire de l'État rwandais. Il était donc tout à fait normal qu'il assiste à une réunion lors de la visite du Premier ministre. Ou alors il serait devenu lui-même un rebelle. Ah Peut-être qu'il oui. aurait pu le faire, effectivement. Peut-être qu'il aurait pu rejoindre le FPR. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il aurait été bien accueilli s'il l'avait fait. Donc, euh, tout le monde n'est pas, comment dirais-je, un aventurier. Hein. Je pense qu'il était dans sa position de fonctionnaire. Et ben, il est allé assister à une réunion officielle organisée par le gouvernement du jour. Alors, bien sûr, aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a, c'est facile de dire oui, mais ce gouvernement était un gouvernement criminel. Est-ce qu'on était Mhm. bien conscient à l'époque de la nature criminelle de ce gouvernement? euh, Encore une fois, le TPIR, en plus de 10 ans de travaux, n'a pas réussi à apporter la preuve de la planification du génocide. Tout à fait. Donc, comment peut-on affirmer que ce gouvernement était le Deus ex machina qui a organisé les massacres et fait perpétrer le génocide s'il n'y a pas eu de planification? Moi, je pense que ce gouvernement, il était comme tout le reste du Rwanda, il était dans un état de panique indescriptible, tout foutait le camp, tout était en train de s'écrouler, avec des flots de population sur les routes, avec des charniers à ciel ouvert, et que donc il essayait de parer au plus pressé, qui était naturellement d'essayer de stopper l'avancée du FPR, mais aussi de prendre des mesures peut-être de salubrité publique ou autres pour essayer de gérer au plus pressé et de permettre aux déplacés d'avoir à manger ou autre. Je suppose, hein, je n'étais pas sur place, je ne peux pas l'affirmer. Mais donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est en histoire, c'est bien connu, tous les historiens peuvent le confirmer, il est erroné de vouloir juger avec les connaissances que l'on a aujourd'hui d'une situation donnée. Euh, on ne savait pas à l'époque tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, on ne peut pas Tout à fait. reprocher. Et surtout qu'à Oui. l'époque, rappelons qu'on n'avait pas Internet. J'ai dit tout à l'heure que le bureau de Gênes n'avait pas d'ordinateur comme la plupart des bureaux de l'époque, y compris le mien. Donc, on n'avait pas Internet. Mhm. Aujourd'hui, il y a deux soldats américains qui sont tués en Jordanie. On le sait dans l'heure qui suit, toute la planète est au courant. Mais à l'époque, on n'était pas au courant immédiatement de tout ce qui se passait. Et je suis sûr que Eugène Rwamucho, son petit coin du Rwanda, il n'était même pas au courant de tout ce qui se passait à l'échelon national et encore moins international. Tout Je à me fait. rappelle à l'époque, hein, comment on s'informait. Eh ben, tous les soirs, on écoutait Focus on Africa de la BBC, éventuellement le journal de RFI. C'est comme ça que moi, je me tenais au courant. Je n'avais pas Internet qui n'existait pas. Et je suppose que c'est comme ça que la plupart des Rwandais se tenaient au courant de ce qui se passait dans leur propre pays. Alors, le Premier ministre Jean Kabanda, qu'on voit à l'écran, euh, Premier ministre du gouvernement intérimaire, il a été condamné à perpétuité par le TPIR Arusha. Il est donc emprisonné à Koulikoro, donc c'est au Mali, où il purge sa peine depuis 1998. Voilà, donc ça, c'est important de préciser cela. Il a été condamné pour justement, bon, non, non, pour génocide. Il était accusé de génocide
selon la présentation qui est faite, il aurait plaidé coupable. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il a été reconnu coupable pour la prison à perpétuité. L'autre élément qu'il faut signaler aussi, je propose qu'on puisse suivre ce petit élément qui nous replonge un peu dans l'ambiance et à travers donc vraiment la voix de son maître. Hein. C'est Richard Gisagara, avocat des partis civils, entre autres avocats des partis civils, comme beaucoup d'autres. Vous avez la Ligue internationale des droits de l'homme, la FIDH. Vous avez même des organisations juives qui sont dans cette affaire, comme le CRIF et beaucoup d'autres. Et on se demande ce qu'elles viennent bien chercher dans cette affaire. Ça pose un certain nombre de problèmes. Et vous avez énormément, là, peut-être pas souligné suffisamment, c'est la disproportion au niveau des avocats, la qualité des avocats qui étaient en face contre Eugène Rwamucyo. Vous avez des ténors du barreau, Patrick Baudouin, ancien président de la Ligue internationale des droits de l'homme, des responsables d'Amnesty, des responsables de plusieurs Human Rights Watch, etc., et avec de très grands avocats. Suivons donc ce que dit Maître Gisagara. On va essayer de décrypter cela. On revient rapidement pour terminer cette émission. 30 années de réclusion criminelle contre Eugène Rwamucyo, poursuivi pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Maître Richard Gisagara, l'un des avocats des partis civils dans cette affaire, nous résume l'audience de ce mercredi. Hier, c'était les plaidoiries des partis civils dans le procès d'Eugène Rwamucyo, et donc depuis 9 h du matin jusqu'à tard le soir, nous nous sommes relayés en tant qu'avocats des partis civils pour porter la voix des victimes, donc des faits pour lesquels M. Rwamucyo est jugé. Pour rappel, la Cour estime à plus de 200, à peu près 200 000 personnes qui étaient tuées à Butare. Et donc hier, nous avons essayé donc de faire amener devant la Cour leur mémoire. Nous avons également parlé donc des partis civils, les rescapés que nous représentons. Nous avons indiqué à la Cour qu'ils sont, ce qu'ils vivent actuellement, les conséquences des actes dont M. Rwamucyo doit répondre devant la Cour, les conséquences de ces actes sur les partis civils que nous représentons. Et puis, nous avons également fait valoir devant la Cour leurs sentiments, leurs attentes de la justice depuis plus de 32 ans et jusqu'à aujourd'hui. Et après, nous avons préparé les réquisitions de Madame le procureur. Nous avons essayé donc de les préparer aujourd'hui parce que ce n'est pas à nous en tant qu'avocats des partis civils donc d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé, mais nous pouvons aussi aider Madame l'avocate générale, le représentant du parquet, à apporter cette preuve de culpabilité. Et donc c'est ce que nous avons fait hier. Dans nos plaidoiries, nous avons démontré à la Cour que M. Rwamucyo était une personne imbue de l'idéologie génocidaire avant le génocide. Et puis après, nous avons démontré son implication dans le génocide commis à Butare, notamment sa participation dans les conseils préfectoraux de sécurité, et puis après dans l'enfouissement des corps. Et nous avons également démontré que même après le génocide, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le dernier acte du génocide qui consiste à nier le génocide. Et donc, nous avons expliqué tout ça à la Cour. Et ce matin, donc, l'avocate générale, le parquet, a pris le relais pour présenter ses réquisitions. Elle a été implacable. De 9 h jusqu'à vers midi, donc un peu plus de 3 heures, elle a pris la parole pour apporter la preuve de la culpabilité de M. Eugène Rwamucyo. Donc, il a parlé, il a expliqué, il a exposé son idéologie génocidaire, il a expliqué à quel point il était extrémiste et son implication et sa proximité avec tous les extrêmes dès son séjour en Russie, puisqu'il a fait ses études en Russie.
où il était responsable du MRND. Puis il a expliqué qu'à son retour, il a adhéré au parti CDR et il a apporté la preuve. Nous avons notamment une preuve écrite qui est un document qui est issu des archives du TPIR. Il était ami de Jean Bosco Baleaguiza, qui était le président de la CDR. D'ailleurs, c'est l'enterrement de cette personne où il a été arrêté à l'enterrement de cette personne. Et donc, Madame l'avocate générale a apporté la preuve donc, de cette idéologie génocidaire d'Eugène Rwamucho avant le génocide et pendant le génocide. Il a également apporté la preuve donc implacable de son implication pendant le génocide sur notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa participation au conseil préfectoral qui était en charge de préparer le génocide et de le mettre à exécution. Les tables rondes qu'il a organisées, notamment pour harmoniser le langage du gouvernement génocidaire, tout ça dans le but de cacher l'ampleur et l'existence des massacres et l'ampleur des massacres. Il a également apporté la preuve donc de ça, son implication dans l'enfouissement des corps qui a été fait dans le but tout simplement de cacher qu'il y a eu des massacres et de cacher l'ampleur de ces massacres. Puis, Madame l'avocate générale a également parlé de l'attitude de M. Rwamucho au cours du procès et tout au long de son exil après le génocide, où il s'est livré à des propos négationnistes, des propos qui ont blessé les parties civiles et les victimes que nous représentons. Et il a également démontré que tout ça fait partie donc de son idéologie et de sa participation avant, pendant et après le génocide. Et après, Madame l'avocate générale a demandé à la Cour et aux jurés de reconnaître M. Eugène Rwamucho coupable d'abord de participation à une entente à vue de commettre le génocide, de le reconnaître coupable de génocide en tant qu'auteur principal, de le reconnaître coupable de crimes contre l'humanité, mais en tant que complice. Et il a demandé, au bout du compte, une peine de réclusion criminelle à 30 ans. Et donc, je rappelle qu'il avait été condamné au premier degré à 27 ans de réclusion criminelle. Et aujourd'hui, en appel, Madame l'avocate générale demande 30 ans de réclusion criminelle. Et après, il y a eu cet après-midi dont nous avons débuté les plaidoiries donc, des avocats de M. Rwamucho, qui ne vont pas se terminer aujourd'hui, puisque là, cet avocat, une partie va plaider cet après-midi, une autre partie va plaider demain. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, la décision sera rendue ce vendredi, probablement dans la soirée. Alors là, justement, Gaoundé Chaste, on voit très bien que ce qu'on vient d'écouter, on ne peut pas être plus clair, c'est clairement un aveu de collusion entre les parties civiles et puis justement le ministère public à travers l'avocate générale, qui est Madame Auduré. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est ce qu'il dit. Donc, citons-le. Il dit, nous avons préparé les réquisitions de l'avocate générale. Voilà. Est-ce que c'est le rôle des parties civiles? Je vous le pose comme question aussi à Hervé Chesville. Est-ce que c'est le rôle des parties civiles de préparer les réquisitions de l'avocate générale, lesquelles réquisitions sont de donner 30 ans de prison à Eugène Rwamucho, qui finalement, comme en première instance, on avait aussi requis 30 ans, on lui a donné 27. Là aussi, on requiert 30 ans, on lui donne 27. Est-ce que c'est le rôle des parties civiles? Première question. Seconde question, l'idéologie génocidaire, il est poursuivi pour négationnisme avant, pendant et après le génocide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela, Gaoundé? On se retrouve vraiment dans une véritable confusion, un aveu de collusion qui montre clairement que M. Gisagara affirme clairement qu'ils sont de mèche avec la justice française. Bon, on passera les détails sur les légèretés de son lexique et puis de son expression orale, les confusions de syntaxe et autres. Bon, ça, on laissera pour un avocat, c'est quand même assez bizarre comment il s'exprime. Bon, sinon, qu'est-ce que ça vous inspire? Nous avons préparé les réquisitions de l'avocat général, Maître Gisagara Richard. Chasse Gaoundé. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux, ça n'a jamais existé, c'est la première fois que j'entends ce genre de choses. Merci de l'avoir amené ici parce que je n'étais même pas au courant, mais c'est scandaleux. Vous imaginez les partis civils qui disent que c'est eux qui ont préparé les réquisitions? C'est-à-dire, en fait, c'est eux, est-ce qu'ils sont partis et juges à la fois, en fait?
Je me demande, normalement, les partis civils ils devraient être au même pied d'égalité que la défense. Tout à fait. Mais vous imaginez que maintenant, c'est eux maintenant qui travaillent avec le ministère public pour leur dire, voilà, vous faites ceci, faites ceci. Nous, on l'avait senti. On l'avait senti, mais monsieur Gisagara vient de nous donner une preuve. Une preuve. Déjà, on avait des informations comme quoi l'avocate générale, c'était présenté à Kigali, qu'on avait vu entrer voilà, je ne vais pas entrer dans la vie privée, mais de toute façon, ce qu'on a appris qu'elle avait fait à Kigali, ça renvoyait à douter de sa neutralité. Et maintenant, Maître Gisagara vient de nous donner la preuve comme quoi, en fait, c'était pas les partis civils, en fait, c'était les partis civils, c'était parti civil et ministère public, c'était la même chose. C'est ce qu'il vient de nous apprendre, en fait. Tout à Et c'est fait. scandaleux. Tout à fait. Alors, autre chose, donc, idéologie génocidaire, il serait ami de Jean Bosco Baraguiza du CDR. Bon, est-ce que le fait d'être ami est en soi une infraction? Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Est-ce que c'est un crime de génocide? Exactement, ça aussi, c'est une autre, je vais dire, je sais même pas comment qualifier ça. Ça n'existe pas parce que même si Eugène Rwamucyo, disons s'il faisait partie de la CDR, la Coalition pour la défense de la République, le parti que Baraguiza dirigeait, cela en soi ne constitue pas un crime. Tout à fait. Il faut démontrer. Il faut démontrer avec des preuves irréfutables que Eugène Rwamucyo a joué un rôle dans le génocide. Et cela n'a pas été. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Ils essaient Oui, de créer et de fabriquer, bah, comme tel connaît tel. Bah, après tout, oui, parce Eugène Rwamucyo a été il faut préciser un principe fondamental en droit pénal, la responsabilité et individuel. individuelle. Voilà, voilà. Et déjà, et là, on parlait du génocide. On parlait des affaires qui ont été jugées à Arusha, au TPIR. Le TPIR, en fait, c'est la référence. C'est l'autorité en la matière de génocide au Rwanda. Et là, on est devant les jurés et qui ne savent rien, en fait. Et c'est eux qui veulent remplacer le TPIR. Ils essaient même de montrer que Eugène Rwamucyo a participé à un plan de génocide, alors que le TPI n'a pas été capable de prouver qu'il y avait le plan. Alors, on dit, il a été complice. Complice avec qui? Vous ne pouvez pas citer la complicité si vous n'avez pas l'auteur. Il faut qu'il y ait les gens avec qui il a fait la complicité. Or, ces gens-là, ils n'ont jamais été condamnés pour préparation ou planification de génocide. Mais c'est Eugène Rwamucyo qui est condamné pour complicité en vue de commettre ou de préparation ou planification du génocide. C'est insensé, C'est complètement insensé. Et c'est vraiment. comme aussi pardon Hervé, c'est comme au niveau de la CPI, pardon de faire le parallèle, mais c'est très intéressant. À la Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo était poursuivi comme co-auteur de crimes Voilà, contre l'humanité, crimes de génocide. Mais surtout ça, il a été acquitté parce il a posé la question au tribunal. Si je suis co-auteur, qui est l'auteur finalement? exactement. Ils n'ont jamais pu apporter aucune preuve. Les preuves, il y avait beaucoup de confusion et puis il a été acquitté puisqu'on a montré les collisions entre Ben Souda et puis l'ancien procureur Luis Moreno Ocampo avec les réseaux Sarkozy, les réseaux Ouattara pour pouvoir inculper et poursuivre le président Gbagbo. Finalement, il sera acquitté. Hervé Chesville, je vous en prie. Oui, je voudrais rappeler une chose. Je ne sais pas si je ne connais pas Eugène Rwamucyo suffisamment pour savoir si oui ou non il a été membre du parti politique dont il a été question. Mais même si tel était le cas, en quoi est-ce que cela constitue un crime? Je rappellerai qu'en juillet 1994, tous ces partis, y compris le CDR, et à l'exclusion naturellement du MRND, tous ces partis faisaient partie du nouveau gouvernement d'union nationale formé après la victoire du FPR. Donc,
le CDR en juillet 1994 n'était pas considéré comme une organisation criminelle. Ce n'était Tout à pas fait. le parti nazi qui a été interdit sur le territoire allemand en 1945. Et on n'a pas fait une décédérisation du Rwanda comme on a fait une dénazification de l'Allemagne entre 1945 et 1949. Donc, le fait d'appartenir à un parti politique parmi d'autres ne constituait nullement un crime. Si on avait apporté la preuve que Jean Mucho avait été un membre actif ou un dirigeant des Interamwe, par exemple, euh, lesquels ont perpétré des massacres. Je pourrais très bien comprendre que ce soit un élément à charge, mais le fait d'appartenir à un parti politique ne constitue pas un élément à charge. En tout cas, de mon point de vue, je ne sais pas, je me trompe peut-être. Mhm. Oui, oui, Très je bien. voudrais, s'il vous Oui, plaît, je voudrais rebondir sur ça parce que, en fait, la question est revenue au cours des débats sur l'appartenance à un parti politique du docteur Eugène Rouamoudio. Alors, très bien. le ministère public disait qu'il avait des preuves. Sauf il n'y a rien. On a demandé, est-ce qu'il y a la carte d'adhésion? Il n'y a pas. Mhm. Est-ce qu'il y a au moins la demande d'adhésion? Il n'y a pas. Ils ont dit, ils avaient les témoins. Trois témoins se sont présentés. On leur a demandé, au premier, on a demandé, est-ce que vous connaissez Eugène Rouamoudio? Il faisait partie du parti politique. Il a dit oui, je le connais très bien. Il appartenait à la CDR. Ça, c'est le premier. Le deuxième, est-ce que Eugène Rouamoudio, il appartenait à un parti politique? Oui, je le sais, je le connais très bien. On a grandi ensemble, on a travaillé ensemble. Il appartenait au parti MDR. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, maintenant, est-ce que vous connaissez Eugène Rouamoudio? Il a appartenu à un mouvement politique quelconque. Il a dit, oui, je le connais très bien. Il était membre du MRND. Alors, comment une personne peut appartenir à trois partis avec des idéaux différents? C'est pas possible. Pas Bon, possible. alors là, je fais quand même une petite objection. À l'époque du parti unique, il est tout à fait possible, je me fais l'avocat du diable, hein, Ah il oui. est tout à fait possible que dans le contexte du parti unique, Eugène Rouamoucho ait été membre du MRND comme la majorité des fonctionnaires de l'époque. Parce que là aussi, on a un peu oublié tout ça. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, puisque j'ai vécu dans plusieurs régimes à parti unique. Le fait d'appartenir au parti unique était la condition sine qua non pour être recruté dans la fonction publique et pour avoir des promotions. Donc, je peux très bien comprendre qu'il ait été membre du MRND à l'époque du parti unique. Maintenant, là, nous parlons de l'époque du multipartisme, qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré que moins de Quelques 4 mois. ans, 3 ans peut-être. C'est ça. Mhm. Et donc, il y a eu une floraison de partis politiques à l'époque. Et encore une fois, ni le CDR, ni les autres partis que vous avez mentionnés n'étaient des partis politiques criminels. Qu'il y ait eu des individus membres de ces partis qui se soient conduits en criminels dans le cadre des Interamwe ou autres, c'est tout à fait possible. Mais les partis politiques en question, en tant que tels, n'étaient pas des organisations criminelles. Voilà. Tout à C'est fait. bien dit. Alors, Eugène est poursuivi pour négationnisme après le génocide. Mais est-ce que le fait, mais tout ça, on se retrouve dans une confusion même des charges. Il est poursuivi après le génocide pour négationnisme et idéologie génocidaire. Bon, on ne comprend plus rien finalement dans cette. Il est poursuivi pour génocide, complicité de génocide et puis crime contre l'humanité. Maintenant, on parle aussi maintenant de négationnisme finalement. On a l'impression que plus il faut lancer le filet un peu plus loin pour essayer, espérer attraper quelque chose en fin de compte dans le filet. Bon, 200 000 personnes tuées à Boutaré, est-ce que c'est vrai ça? Dans Boutaré à l'époque, il y avait vraiment 200 000 personnes qui ont été tuées, Charles Gaoundé, c'est possible? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous savons au Rwanda, le régime du FPR a ce genre de comportement et d'attitude. Essayer d'agrandir les chiffres, les nombres, hein.
Il est malheureux, même si c'était une personne qui a été tuée, c'est scandaleux. Une personne humaine, c'est sacré. La vie est sacrée, on ne touche pas. Mais à quoi ça sert? Pourquoi essayer de montrer il y avait tant de morts ou bien tant de gens tués? Oui, parce que il dit donc, Maître Richard Gisagarak, qu'il représente les intérêts de ces personnes. Alors, 200 000 personnes tuées, vous défendez les intérêts de ces personnes? C'est quand même assez bizarre tout ça. Bon, sur quelle base? Et déjà, même c'est contesté, le chiffre même de 1 million de morts. Il y a des chercheurs américains qui ont contesté ce chiffre, puisque même certains vont jusqu'à dire 1 million de Tutsis tués. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de controverses même autour des chiffres, Hervé Chezul. Oui, mais ça, je l'ai toujours dit que l'arithmétique est négationniste. Parce que si on s'en tient à l'arithmétique pure, on est obligé d'être négationniste, un petit peu négationniste. Parce que s'il y avait eu 1 million de Tutsis, c'est très cynique et très horrible ce que je vais dire, mais s'il y avait eu 1 million de Tutsis massacrés durant le génocide, il n'y aurait plus un seul Tutsi rwandais vivant aujourd'hui. Ils seraient tous morts, puisque en 1990 ou en 1994, il y avait moins d'1 million de Tutsis rwandais, puisqu'on estime, et là encore, il faut s'accorder sur la définition de qui est Tutsi et qui ne l'est pas. Moi, je pars du principe que beaucoup de Rwandais étaient en fait des mélanges de Hutus et de Tutsis, et que les vrais Tutsis étaient certainement tout à fait minoritaires, ceux qui pouvaient se targuer d'être Tutsis côté maternel et paternel depuis des générations. Je ne pense pas qu'il y en ait eu énormément. Mais enfin, bref, toujours est-il que les estimations des experts, des démographes, des historiens du Rwanda disent que bon, il y avait à peu près 12% de Tutsis, à prendre ou à laisser. Mais si on fait le calcul sur la base de 7 millions d'habitants de l'époque, 12%, eh bien, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir eu 1 million de Tutsis massacrés. C'est pour ça que j'aime à dire, en plaisantant, même si le sujet n'est pas très amusant, que l'arithmétique est négationniste. Très bien. Alors, Déjà, pour revenir sur ces statistiques, oui, le je vous en FPR connaît exactement le nombre de Tutsis qui ont été tués. C'est facile à faire. On va sur les collines et nous connaissons nos voisins qui ont été tués. Vous comptez, et après, vous avez tous les chiffres au niveau national. Mais le truc, c'est que si vous présentez ces statistiques, ça trahit la version avancée par le FPR. En 2014, en 2014, ça faisait 10 ans après le génocide. En 2004, je veux dire, 2004. À Kigali, il y a eu un exercice sous les auspices d'une ONG qui s'appelle Aegis Trust. Aegis Trust, je crois qu'ils ont leur base, leur maison mère à Londres. Alors, ils ont financé la campagne de savoir combien de gens, en fait, combien de gens étaient tués à Kigali. Alors, comme Kigali, c'est la capitale, et qu'après, il y a beaucoup de gens qui étaient venus de l'extérieur, les anciens réfugiés qui habitaient Kigali, c'était difficile de savoir où se trouvaient les gens, ainsi de suite. Du coup, ils sont allés dans les prisons. Dans les prisons, ils ont reconstitué les cellules. Ils ont schématisé, ils ont fait le mapping, en fait. Ils ont fait la carte. Et maison par maison, les gens qui se connaissent dans la même cellule, du même secteur, ils ont compté les morts dans la ville de Kigali. Et ils sont arrivés à 10 000, entre 10 000 et 15 000, justement, se donnant une marge d'erreur. Ils se sont dit, c'est entre 10 000 et 15 000. Et Just Trust a retrouvé ça. Ils ont ils ont présenté ça au ministère de l'Intérieur, qui était au courant, bien sûr. Et ce chiffre a été refusé. Sachant qu'à Kigali, il y a 250 000. Ils nous disaient qu'il y a 250 000 qui sont enterrés là-bas, au mémorial.
Et sachant maintenant, le chiffre qui vient d'être découvert, c'est 10 000. Vous voyez la grande différence qui est dedans. Et là, c'est le grand problème que nous avons parce que le régime a construit un narratif faux Mhm. alors que la réalité est connue. La réalité est connue. Très bien. Alors, dernière ligne droite, on va Et conclure. attendez, attends, Olivier, un instant, Olivier. On n'a pas parlé des Hutus massacrés, parce que Exactement. il faut dans le million en question, Mhm. je viens de démontrer qu'il ne pouvait pas y avoir eu 1 million de Tutsis tués. Mais au début, en tout cas au début, dans les premières années, on parlait toujours de Tutsis et de Hutus modérés. J'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'est qu'un Hutu modéré. Mais enfin bref, il y avait Ah, mais cette ça, expression. c'était l'appellation initiale des Nations Oui, Unies oui, pour oui, oui, qualifier le politiquement génocide, en correct. fait. Les Hutus modérés. Bon, mais alors donc, s'il y a eu des Hutus modérés, il faut donc les inclure dans le nombre de morts. Et en plus, et là, je vais faire du négationnisme, on va m'en faire le reproche, mais je pense que peu de gens me Attention, tu contrediront risques que, d'avoir 530 parties civiles derrière toi. voilà, que le FPR a également massacré beaucoup de monde euh, dans son avancée, dans sa campagne militaire pour conquérir ou pour libérer, ça dépend de quel point de vue on se place, le Rwanda. Donc, il faut aussi inclure les victimes du FPR. Donc, tout Mhm. ça, ça fait beaucoup de monde à rajouter. Et si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 12% de Tutsis, ça veut dire que mathématiquement, il y avait environ 80 et quelques pourcents de Hutus. Donc, là aussi, l'arithmétique, elle est imparable. Hein. Ça veut dire que sur le million en question, il y avait au bas mot, je dis bien au bas mot, la moitié de ce million. Si vraiment il y a eu 1 million de morts, il y a eu au moins un demi-million de Hutus morts. Et Mhm. certainement plus. Certainement plus. Donc, n'oublions pas, dans le calcul morbide que l'on fait des morts, n'oublions pas qu'il y a eu des centaines de milliers de Hutus qui ont été également massacrés, sans parler des malheureux Batois, mais qui statistiquement sont ultra minoritaires, donc on les a un peu oubliés, ceux-là. Et dans ce chiffre, je n'inclus même pas naturellement les centaines de milliers de Hutus qui ont été de réfugiés Hutus qui ont par la suite été massacrés au Congo. Je ne parle que des morts au Rwanda. Mais effectivement, moi aussi, je mets en doute le chiffre de 1 million. Peut-être que le chiffre de 800 000 serait plus raisonnable et que sur ce chiffre de 800 000, au bas mot, la moitié était des Hutus. Voilà. Très bien. Alors, on va aller sur la dernière ligne droite. C'est justement dire un mot sur. euh, on va commencer par vous, Hervé Chesville. Est-ce que ce procès en réalité, ensuite on écoutera Yaoundé et on va conclure. Est-ce que ce procès en réalité, il ne charrie pas, on l'a dit plusieurs fois ici, il ne charrie pas en réalité des enjeux géopolitiques beaucoup plus considérables, hein, entre la France et le Rwanda? Et on a juste utilisé ces procès, qui sont des procès à tête chercheuse, pour pouvoir se réconcilier lors du différend, hein, se réconcilier sur l'autel un peu voilà, de ces crimes et massacres par rapport aux crises survenues lors du génocide au Rwanda, crise qui a opposé notamment la France, accusée d'être du côté des génocidaires, et puis le gouvernement de Kigali qui se réclame comme étant celui qui a mis fin au génocide. Voilà. Alors, premièrement, j'aimerais dire que je n'aime pas le terme de réconcilier ou de réconciliation, puisque la dite réconciliation, elle a déjà eu lieu. Je pense que Paul Kagame est le président africain qui a été le plus souvent reçu à l'Élysée et ailleurs en France par l'actuel président Emmanuel Macron. Donc, au niveau politique, la réconciliation, c'est un fait acquis, un fait acté. La réconciliation, elle est faite. Paul Kagame ne voue plus aux gémonies le, 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 le rôle de la France
au Rwanda comme il le faisait par le passé. Il n'accuse plus la France d'avoir perpétré le génocide, comme il le disait il y a encore 10 ou 15 ans. C'était très courant de l'entendre accuser la France d'avoir été perpétrateur du génocide, non pas d'avoir assisté le régime de l'époque à, à perpétrer le génocide, mais de l'avoir perpétré elle-même. Donc tout ça, on n'entend plus. Donc je pense que la réconciliation, elle est faite. Donc je ne vois pas en quoi le fait de condamner Eugène Rwamucho à une lourde peine de prison puisse améliorer encore un peu plus les choses dans le cadre de la relation France-Rwanda, puisque cette réconciliation, elle ne peut pas être meilleure. Hein. Je pense que le président Tshisekedi peut être jaloux de Paul Kagame. Il a certainement été reçu moins souvent que Paul Kagame ne l'a été, malgré l'importance démographique et le poids politique que pèse la RDC sur le continent africain par rapport au Rwanda. Et rappelons aussi que le Rwanda ne fait pas partie du précaré traditionnel des relations France-Afrique. Donc, je pense que la réconciliation, elle est faite. Maintenant, qu'est-ce que ça cache? Ça cache certainement quelque chose. Des intérêts économiques ou autres, la présence des troupes rwandaises au Mozambique pour protéger les investissements de Total Energy, entre autres, parce qu'il y a certainement des choses qu'on ne sait même pas, et dont on n'a pas entendu parler ou pas encore. Je pense que maintenant, il faut calmement attendre la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas qui va être élu après Emmanuel Macron. Je pense que même les meilleurs devins ne pourraient pas citer le nom aujourd'hui du prochain président ou de la prochaine présidente de la République française. Mais je pense qu'une fois qu'Emmanuel Macron et ses équipes auront libéré les palais nationaux, je pense que petit à petit, la vérité se fera et qu'on découvrira ce que cache cette réconciliation express entre Emmanuel Macron et son cher ami, son dear Paul, comme il aime à le dire. On le saura tôt ou tard, on le saura. Mais encore une fois, je ne vois pas en quoi cette condamnation amènera un plus dans la relation franco-rwandaise. Peut-être que Emmanuel Macron, enfin peut-être que la France a tenu à en rajouter un peu plus en montrant qu'ils étaient inflexibles quant à la traque des génocidaires. C'est possible. C'était peut-être une opération de communication. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont choisi le mauvais client en condamnant ce malheureux Eugène Rwamucho qui, de mon point de vue, est innocent. Et même si on dit en France qu'on ne discute pas de la chose jugée, Eugène Rwamucho a été condamné en appel à 27 ans de prison. On est bien obligé de l'accepter, mais qu'il me soit permis d'avoir des réserves les plus extrêmes quant à la sévérité de cette condamnation, sans preuve ni aveu, contre Eugène Rwamucho, qui n'était pas une figure de premier plan de l'ancien régime, que ce soit le régime d'Abiyarimana ou le régime de transition. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il est un bouc émissaire, le malheureux Eugène, c'est tout. Ok. Gaoundé Chaste, s'il vous plaît, est-ce que ces condamnations-là, parce que je voudrais rappeler qu'il n'y a pas que le cas d'Eugène Rwamucho, vous avez à l'appel comme ça plusieurs personnalités, voire des leaders politiques, même des intellectuels pour la plupart souvent Hutus, qui sont pourchassés, condamnés, Sostène Munyemana, beaucoup d'autres, Philippe Ategimana, la liste elle est tellement longue, qui sont jetés en prison et aucun dignitaire proche du FPR ou membre du FPR n'est condamné par les tribunaux français. Et rappelez aussi au passage que dans cette affaire, les juridictions françaises ont enterré par un non-lieu, l'affaire liée au facteur déclencheur du génocide, c'est-à-dire la mort du président Juvenal Abiyarimana et Cyprien Ntaryamira, président du Burundi. Donc l'élément et de l'équipage français.
Oui, évidemment, par effet de conséquence. Donc, l'équipage et tout ce qui était avec, ministre. Et les gendarmes français également, qui ont été Donc, assassinés le lendemain. Yaoundé Chaste, est-ce que pour vous, il n'y a pas de visée géopolitique derrière cette affaire? Quand on sait qu'il y a quelques semaines, il y a un mémorial qui a été érigé en plein Paris sur le génocide des Tutsis. Je précise bien, des Tutsis. Je vous en prie. Merci, merci. On le voit très bien, on le voit très bien. Au Rwanda, il y a un adage qui dit Ntaweyoberwa umwibye, ayoberwa aho amuhishe. C'est ce qui veut dire, si j'essaie de traduire, même si tu vois le voleur, tu le connais. Peut-être que tu ne sais pas où il a caché les choses qu'il t'a volées. Mais tu connais, tu le vois, tu le vois. Tu ne peux pas le prouver directement, mais tu sais que c'est lui. Alors, dans cette affaire, dans ce genre d'affaires aussi, notamment dans les procès de génocide, euh, on voit très bien la main invisible de la géopolitique dedans. Ce n'est pas pour rien que la France, en voulant justement, en voulant consolider cette réconciliation, ils ont mis en place la commission du clerc, la commission du clerc qui a pour réécrire l'histoire. Vous voyez? Pour, De l'historien Vincent Duclerc, ouais. exactement, exactement. Juste pour réécrire l'histoire. C'est-à-dire que pour essayer d'écrire l'histoire à la façon à la façon voulue par Kigali. Et après, on voit tout ce qu'on fait en traquant tous ces intellectuels, les hommes politiques supposés ou réels, et tout ça, justement, dans le but de consolider le pouvoir de Kigali. Parce que c'est un cadeau qu'on donne à Kigali, en fait. Quand Kigali va négocier, quand Kagame va négocier, lui, il a la liste de ce qu'il veut. Il a ses desiderata. Lui, ce qu'il met en avant, c'est vraiment, donnez-moi cette tête, donnez-moi cette tête, donnez-moi cette tête, donnez-moi cette tête. Et vous, à votre tour, demandez-moi ce que vous voulez. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que si la France a besoin de Kigali, alors, Mhm. c'est-à-dire qu'il doit donner quelque chose à Kagame. Et Kagame a demandé les têtes des Hutus. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est tout. Très bien, très bien. Alors, je propose qu'on termine avec justement dire un mot sur aujourd'hui ce couple qui justement euh, est connu, qui a payé un an longuement pâti hein, de leurs actions, c'est-à-dire le couple qui s'identifie à Beate Klarsfeld et puis son époux légendaire qui traquait les nazis. C'est ce fameux couple, donc Gauthier. Est-ce que vous voulez en dire un mot, puisque c'est eux aujourd'hui qui ont quasiment le monopole de la poursuite judiciaire, et puis après, toute la machine se met en branle. Voilà, ils s'en vantent et aussi exhibent leurs relations publiques avec le dirigeant rwandais. Ils sont décorés, ils sont reçus comme des princes à Kigali. Hervé Chosville, tu veux en dire un mot, puisqu'ils font partie de ceux justement qui poursuivent Eugène Rwamutu. C'est leur faire beaucoup d'honneur que de parler d'eux. Euh, j'ai déjà dit ma façon de penser au sujet de ce couple que je qualifiais de diabolique. Euh, les liens qu'ils ont avec le régime n'est plus à démontrer. Tu viens de mentionner les décorations qu'ils ont reçues. J'aime à rappeler que la dame en question est elle-même la sœur d'un criminel de guerre, mais d'un criminel de guerre du FPR. Euh, donc, on ne peut pas être juge et partie à la fois. Comment poursuivre les génocidaires et les gens qui ont commis des massacres d'un côté et servir servilement un régime qui lui aussi est coupable de crimes de guerre et de massacres, que ce soit au Rwanda ou en République démocratique du Congo. Donc, Beate Karlsfeld et son mari
n'ont jamais cautionné le moindre crime de guerre où que ce soit. Ils ont un passé irréprochable. Lui, en tant que fils de déporté, exterminé dans les camps de la mort, et elle, en tant que jeune fille allemande qui n'avait pas l'âge d'avoir participé au régime nazi à l'époque où ces crimes abominables ont été commis. C'est donc une indécente usurpation d'identité que de faire un parallèle entre ce couple héroïque des Karlsfeld et de ces gens-là qui sont affiliés à l'un des pires régimes actuellement au pouvoir sur la planète Terre. Très bien. Alors, Gaoundé Chaste, un mot sur Daphrose et Gauthier, qui font partie de ceux qui poursuivent à tout va, avec vraiment toute une machine répressive derrière, les médias mainstream qui sont à leur service, une flopée donc d'avocats, une ribambelle vraiment d'avocats comme ça, payés sur rubis sur ongle. D'où provient tout cet argent? Est-ce que c'est de l'Est du Congo? Est-ce que c'est des caisses du Trésor rwandais? Mais en tout cas, tous ces avocats, ces dizaines d'avocats, il faut bien les payer. Et donc, quand vous êtes mis dans cet engrenage-là, comme Charles Onana qui sera jugé là aussi en appel, poursuivi pour négationnisme et autres, beaucoup d'autres, nous sommes dans ce que peut-être l'écrivain, un écrivain français appelait la grande broyeuse peut-être, ou la grande faucheuse, je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me fait penser un peu à La Chartreuse de Parme, qui était un des romans j'ai oublié l'auteur français. Mais bon, allez-y, qu'est-ce que ça vous inspire, ce couple diabolique? On a essayé, merci, on a essayé de comprendre les motivations de Gauthier et de sa femme et d'Afrose. On a essayé d'éplucher, on est allé en profondeur, on est allé aux traces de l'enfance de d'Afrose et de leurs rencontres au Rwanda et puis et leur vie. On voit très bien que en fait, ce ne sont pas les humanitaires comme ils veulent le montrer. Et Mhm. ce sont les gens au service d'un système criminel de Kigali. Et c'est tout. Et eux, Alain Gauthier étant français, Kagame a été malin, il a dit, voilà, je vais l'utiliser pour pénétrer les institutions françaises, essayer de corrompre l'opinion publique pour arriver à ses fins, aux fins de Kagame. Et ce n'est rien que ça. En fait, tout ce Très qu'on bien. voit, c'est la main de Kagame qui est là, qui est, ou bien, même si vous voulez dire, c'est Kagame en fait en blanc. C'est Kagame qui se transforme et qui devient Gauthier. Et bien sûr, Madame Daphrose Gauthier aussi, qui en fait partie. Et ce n'est pas en fait la recherche de la justice qui les motive. Tout à fait, tout à Non. fait. En fait, ils sont au travail, ils sont payés par le régime de Kigali, que ce soit à travers les diamants ou de l'or 10 congolais. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, on va terminer cette émission avec le mot de fin, c'est que justement, Gaoundé Chasse, Eugène Rwamucho dispose de 10 jours pour soit se pourvoir en cassation. Quelle va être la suite? Comment vous voyez la suite de ce feuilleton politico-judiciaire? Parce qu'on est vraiment dans un feuilleton politique avant tout. Ce sont des procès politiques qui n'ont rien de judiciaire, où tout le droit est bafoué. On voit même des prises, on ne l'a pas dit, le président du tribunal en première instance qui avait littéralement pris parti pour les parties civiles, au point où même il était question de demander qu'il soit déjugé, qu'il soit demandé de le virer clairement. Mais les avocats de Rwamucho, en première instance, ne l'avaient pas malheureusement fait. Bon, voilà, son parti pris était flagrant.
Voilà. Quelle va être la suite? Il dispose de 10 jours pour introduire un pouvoir en cassation et ensuite votre mot de fin, Gaoundé Chaste. Bon, la défense a 10 jours pour décider, et je crois que c'est déjà décidé, si ce n'est pas encore fait, mais j'ai quelques informations comme quoi ils vont se pourvoir en cassation. Et là, l'ici, ça peut être que doublement, soit et c'est cassé, le procès est cassé, on est renvoyé aux assises encore ailleurs qu'à Paris. Parce que si c'est cassé, c'est comme ça va aller ailleurs, à Lille ou à Marseille ou à Nantes ou ailleurs, mais toujours aux assises. Et là, peut-être, on aura encore la chance de pouvoir toucher les cœurs des jurés. Ici, je dis toucher les cœurs, parce que les jurés, en fait, ils se prononcent par rapport aux émotions. Mhm. Ils ne suivent pas la preuve qui est sacrée dans le droit pénal. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si on parvient à les toucher, si on parvient à les faire pleurer, ce qu'on a vu les parties civiles faisaient, et alors là, ils vont décider. euh, Est-ce qu'on sait comment ces jurés-là sont recrutés ou choisis? je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Je n'ai D'accord. pas beaucoup d'informations. Alors, ou bien si ce n'est pas cassé, alors la peine de 27 ans va être confirmée et on n'aura pas d'autres options. OK. Peut-être, Rappelez que si Eugène, possible, on pourrait aller à la Cour européenne des droits de l'homme. voilà. Rappelez que Eugène Rwamutu a 67 ans à peu près. Donc, Oui, si vous y ajoutez 27 ans en plus, donc on est parti pour à peu près. 94. Il faut déduire les années qu'il a déjà passées en prison, hein. Oui, mais il vient juste de passer une année. C'est une année, à peine deux. Hmm, On peut dire, on peut arrondir à deux. Oui. Donc, hmm. Bon, OK. Parce que ça représente une peine de prison de 25 ans, compte tenu d'éventuelles demandes de libération anticipée. Je dirais Mhm. que il peut avoir espoir de sortir dans une quinzaine d'années, 17 ans peut-être, hein, en Ah ouais, étant mais optimiste. ouais, 15 ans, 17 ans, c'est pas la porte d'à côté. OK. Gaoundé Non, Chasse, votre non. mot de fin. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir invités pour essayer de parler de ce procès, de ce scandale judiciaire on est en train de vivre en France. Tout à l'heure, Hervé parlait des élections, de changement politique en France, et espérant que l'année prochaine nous apporte une bonne nouvelle et que les palais vont nous présenter des images différentes. Merci. Merci. Alors, Hervé Chesville, votre mot de fin sur ce Mes voting. mots de fin, c'est pour simplement pour exprimer mon émotion quant à cette énorme peine de prison. Euh, un, un tueur et un violeur d'enfants auraient eu une peine à peu près comparable à celle qu'a eu Eugène Rwamucho. Et Eugène Rwamucho n'est pas un tueur, c'est pas un violeur d'enfants, c'est un médecin, un bon médecin qui était très bon dans son domaine. C'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai rencontré. Je sais que c'est une personne attachante Mhm. euh, et qui ne mérite pas du tout ce qui lui est tombé sur la tête. Donc et mon mot de la fin, c'est de penser à lui, de lui adresser mes pensées, mes encouragements, et aussi, bien sûr, à sa famille, à laquelle je pense également. J'imagine quel peut être leur état psychologique en pensant qu'ils ne reverront pas leur époux, père ou grand-père avant 15 ou 20 ans. Ça doit être effectivement épouvantable. Merci, merci beaucoup à vous. Justement, voilà le docteur Rwamucho. Une pensée pour lui et ses proches, sa famille, puisque c'est quelqu'un qui nous a fait l'honneur plusieurs fois de venir sur Civican Média. C'est vraiment quelqu'un qui était animé d'un bouillonnement intellectuel. Il aimait beaucoup, beaucoup les questions
d'échanges, de débats, de curiosité. Il a commis d'ailleurs un livre dont il nous a gratifié en nous faisant don, c'est sur les 42 files de NRA, donc ougandais, le National Resistance Army, qui est la branche militaire du NRM, National Resistance Movement de Kaguta Museveni, puisque l'affiliation est bien établie entre tout ce qui se passe aujourd'hui à Kigali et puis le système politique et le régime de Kaguta Museveni en Ouganda. Donc, il avait pu travailler sur ces archives secrètes de l'armée de résistance de Museveni, voilà, qui va prendre le pouvoir par la suite en 86. Donc voilà, une pensée pour lui, pour ses proches, pour sa famille. Et on va continuer de suivre cette actualité avec vraiment vous, avec Hervé Chesville, avec les autres. On va voir ce que ça va donner, puisque là, les procès continuent. Vraiment, la grande broyeuse continue avec d'autres personnes qui vont repasser et tout, avec toujours à la même manœuvre le même couple diabolique. Et suivre le procès Charles Onana qui va arriver les prochains jours aussi en appel. Il est poursuivi pour le négationnisme avec toujours les mêmes structures. Vous avez toujours les mêmes structures, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, le CRIF. Vous avez aussi Survie, l'association Survie, fondée entre autres par François-Xavier Verschaft, qui est devenu aujourd'hui le bras armé des politiques de Paul Kagame en France et un peu partout. Donc voilà, c'est bien dommage et il faut continuer de nous battre pour la vérité, la liberté et la justice surtout face au régime Kagame et ses supplétifs. Rappelez qu'il y a eu des milliers, voire certains parlent de millions de morts, si on en croit Charles Onana, il parle de 10 millions de morts dans l'Est du Congo, pas un seul tribunal là-dessus, pas une seule poursuite, rien du tout, des dignitaires et puis des complicités, notamment dans le chef de Kagame et ses hommes, malgré tous les rapports qui ont été produits à cet effet. Mais sur le Rwanda, depuis 20-30 ans, les poursuites sont infernales. Voilà. Merci Hervé Chesville, ex-responsable d'organisation humanitaire. Chaste Gaounde, vice-président d'Ishema, merci encore à vous. Et puis, justement, on se quitte avec un morceau qu'on nous a envoyé en hommage à Eugène Rwamucho. Ne vous déconnectez pas, on l'écoute quelques instants, voilà. Et puis, l'émission est terminée. Voilà. Je ne sais même pas qui l'a composé, mais on nous l'a envoyé en tout cas, et puis bon. Comme que pense Pilate, je suis président des Assises de Paris, a condamné à 27 ans de prison. Mais le langage corporel de cet homme indiquait qu'il avait honte, tête baissée, main tremblante, comme si sa conscience jugeait déjà son acte irréversible. Cet homme martyrisé s'appelle Eugène Rwamucho, né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, marié lui-même à une femme Tutsi. Le président des Assises de Paris a préféré le priver de ses enfants et petits-enfants avec dignité. Eugène Rwamucho a porté sa croix et est monté à Golgotha. Mais au bout de la crucifixion, il y a la résurrection. Cet homme martyrisé s'appelle Eugène Rwamucho, né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, marié lui-même à une femme Tutsi. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, rendons gloire à
Eugène Roi-Moukio. Né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, marié lui-même à une femme Tutsi. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, rendons gloire à Dieu, lui seul le maître des temps. Mais le juge président, lui, l'histoire ne l'oubliera pas. Merci. Voilà, donc on se quitte. C'est un hommage à Eugène Roi-Moukio et puis à tous les martyrs de la tragédie des Grands Lacs, hein. Il n'y a pas que le Rwanda, le Burundi aussi, la RD Congo. Et vraiment, ça ne s'arrête pas, cette affaire-là. On se demande à quand la fin de cette tragédie. Vous savez, du nom de ce célèbre ouvrage de l'historien, donc burkinabé, le professeur Kizerbo. À quand l'Afrique? Je dirais à quand les Grands Lacs? Donc voilà, l'émission est terminée. Merci à vous. Et puis, on se quitte. Voilà. Bonsoir chez vous. Au revoir. L'homme que Ponce Pilate, juge président des Assises de Paris, a condamné à 27 ans de prison. Mais le langage corporel de cet homme indiquait qu'il avait honte, tête baissée et main tremblante, comme si sa conscience jugeait déjà son acte irréversible. Cet homme martyrisé s'appelle Eugène Roi-Moukio. Né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, marié lui-même à une femme Tutsi. Le président des Assises de Paris a préféré le priver de ses enfants et petits-enfants. Avec dignité, Eugène Roi-Moukio a porté sa croix et monté à Golgotha. Mais au bout de la crucifixion, il y a la résurrection. Cet homme martyrisé s'appelle Eugène Roi-Moukio. Né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, marié lui-même à une femme Tutsi. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, rendons gloire à Dieu, lui seul le maître des temps. Mais le juge président, lui, l'histoire ne l'oubliera pas. Cet homme martyrisé s'appelle Eugène